au programme de ce soir, une méditation spéciale confinement. Voilà. Le thème, c'est la version bouddhiste d'Into the Wild qu'on va faire ce soir dans la méditation. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais je vais en parler. On va commencer par une vingtaine de minutes de calme mental, et puis on rentrera dans le sujet de ce soir, l'importance de notre environnement et le lien avec la nature, un sujet un petit peu différent de ce qu'on guide le mercredi soir, mais j'ai pensé que pour ceux qui étaient à Paris confinés, peut-être que de prendre une petite respiration et de s'inspirer de ce film, avec la fin au moins, parce que le film se termine quand même mal, ça pouvait être intéressant. Alors, on va commencer par à peu près une vingtaine de minutes de calme mental. Je vous invite à prendre une position confortable, une position qu'on va pouvoir tenir une vingtaine de minutes, mais libre à vous de bouger si vous sentez que vous avez des douleurs. Le but est de focaliser l'esprit, le but n'est pas de lutter contre la douleur, ce n'est pas l'exercice de cette méditation. Donc, trouvez une position confortable. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez, si vous le souhaitez, tenir votre dos sans le faire s'appuyer contre le dossier de la chaise. Trouvez une position qui est à la fois tonique. Tonique ne veut pas dire tendu, veut simplement dire suffisamment maintenu pour conserver l'aplomb du corps et pas trop relâché, parce qu'on voit déjà quand on relâche un petit peu la position, on se dit on a un avant-goût de notre lit un peu. Quand on commence à faire comme ça, on se dit on a envie de faire une petite sieste. Alors après la journée qu'on a tous eue, complète, pleine de choses, c'est important de conserver une position active. Et on va établir le corps dans son calme naturel. Le calme naturel du corps, c'est son immobilité, tout simplement. Et ce n'est pas l'immobilité qu'on subit, c'est l'immobilité qu'on choisit. Et pour choisir l'immobilité, il faut reconnaître ses qualités. Et dans nos vies trépidantes, l'immobilité n'est pas tellement mise en avant. Et savoir s'installer dans le silence, savoir ne plus bouger notre corps et y prendre du plaisir, c'est un grand pas en direction de la sérénité, de la paix intérieure, puisqu'on peut essayer d'exprimer mentalement une forme de contentement si le corps est sans arrêt en train de chercher ailleurs, si sans arrêt il a ces impulsions de bouger, eh bien on peut avoir cette motivation intérieure, elle sera trahie par l'activité de notre corps. Donc plus important même que l'aspect mental de la méditation, l'aspect de la motivation, il y a ce qu'on fait avec notre corps. Et cette position de méditation, c'est ce choix qu'on fait pendant 20 minutes de s'installer dans le calme, l'immobilité de notre propre corps. Et de faire un petit peu l'inverse de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, où on suit toutes les impulsions mentales qui nous poussent à bouger, parler, penser. Là, on va ancrer le corps comme un bateau dans le courant d'une rivière. La rivière, c'est toutes ces impulsions qui nous
pousse à bouger, parler, penser. On va se tenir contre ce courant dans une immobilité détendue, sereine, pacifiée. Avant même de penser à méditer, avant même de penser concentrer notre esprit, simplement installer notre corps dans son immobilité naturelle. En étant tout simplement conscient de la sphère somatique, la sphère physique, la sphère du corps, que notre conscience soit consciente des sensations tactiles, sans s'attarder sur aucune. Et comment installe-t-on son corps dans son immobilité naturelle? Eh bien, on va parcourir avec notre attention les différentes parties du corps et déceler ces tensions résiduelles qui subsistent, simplement parce qu'on n'y prête pas attention, par habitude d'un certain maintien de notre corps. On va essayer de les dissoudre. Ces tensions qui n'ont pas de fonction particulière dans le corps, elles ne participent pas à tenir notre dos si on a des tensions dans le dos. Elles sont simplement un peu plus que ce qui est nécessaire, et à ce titre, elles n'ont pas de fonction. Mais elles donnent l'impression à l'esprit qu'on est prêt à bondir, on est prêt à agir, on est prêt à bouger. Et si on veut installer le corps dans son immobilité naturelle, c'est l'inverse qu'on doit faire. Désactiver la machine du corps, partie par partie, commençant par la tête et le visage, les épaules, les avant-bras, les bras, les coudes, les mains. Et chaque fois qu'on dissout une tension musculaire, on a l'impression que le corps est parti pour s'installer, se reposer dans cet instant. Le dos,
l'abdomen, les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, et voilà la machine du corps à présent désactivée, comme dans ce film Into the Wild, ce bus pris dans la, les, les ronces, ce bus qui ne roulera plus en Alaska, ayant l'impression du corps comme d'un véhicule abandonné. Et on va prendre 3 profondes, lentes inspiration, expiration. Sur l'expiration, vous sentirez un peu plus profondément cette immobilité naturelle du corps s'installer. Et imaginons que dans cette machine du corps, dans ce bus abandonné, il y ait un instrument de musique, une guitare, c'est notre parole. Et de la même manière qu'on a établi le corps dans son calme naturel, on va établir la parole dans son silence naturel, comme une guitare dont on aurait coupé les cordes. Ce choix du silence que chacun de vous fait en ce moment, on se l'approprie, ce choix du silence, et on y demeure, on s'y repose, content d'être en silence.
Et on va établir la conscience, l'esprit dans son calme naturel. Comment va-t-on faire? On va, à l'inverse de notre vie quotidienne, fixer notre attention sur une encre statique, un objet qui ne change pas. Et cet objet qui ne change pas, c'est la respiration. On établit le corps dans son calme naturel, la parole dans son silence naturel. Et on va établir maintenant l'esprit. Dans son état naturel, en observant le souffle. Cet état lumineux, clair de l'esprit. Soyons seulement perceptifs de l'inspiration et de l'expiration. Établissons le souffle dans son rythme naturel, sans forcer l'inspiration pour la percevoir mieux. J'inspire et conscient de l'inspiration, je détends l'activité de l'inspire. Comment est-ce que je fais pour la détendre? Eh bien, je rentre en contact simplement avec cette inspiration. Je reste en contact avec cette inspiration. D'une manière presque intuitive, je perçois ce dont elle a besoin, cette inspiration. Je fais la même chose pour l'expiration. J'inspire, je détends l'activité de l'inspire, j'expire, je détends l'activité de l'expire. Je m'installe dans l'observation.
calmement, nous allons pouvoir conclure cette méditation de calme mental. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rouvrir les yeux, mais néanmoins conserver la qualité de votre attention, le repos de votre corps. Alors, le sujet de ce soir, c'est partie de l'inspiration d'Into the Wild que je n'ai pas vu depuis un moment, ce film. Mais pour rappeler un petit peu l'histoire à ceux qui ne l'ont pas vu, parce que ce serait quand même dommage, c'est un jeune étudiant américain, Christopher McCandless, 22 ans, promis à un avenir brillant, qui, au moment où il passe son diplôme, décide de tourner le dos à une existence confortable et il quitte sa maison sans laisser de traces et part à la découverte des États-Unis, des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie. Et puis, tout à coup, il va se mettre en tête de rejoindre l'Alaska et de vivre totalement en communion avec la nature. Et c'est vraiment un film assez profond, dont on peut tirer pas mal de méditation. Et j'ai pensé qu'on pouvait partir de ça, parce qu'on parle, on prend comme point de départ de méditation souvent des textes classiques, mais je trouve que dans les films, il y a beaucoup de sagesse également, et trouver le parallèle entre ces sagesses multimillénaires et les films qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, on peut faire des méditations un petit peu différentes. Parce que le fait d'aller rejoindre la vie sauvage, c'est vraiment un concept dans le bouddhisme qui est très important. Et je lisais il y a peu de temps un chapitre de l'anthologie d'entraînement de Shantideva, un des plus grands maîtres indiens du bouddhisme. Vraiment, c'est un maître très très important. Et il a un chapitre qui s'appelle vraiment l'éloge de la forêt. L'éloge de la forêt. Alors, en sanskrit, la forêt, c'est aranya, mais forêt, ça veut aussi vouloir dire un endroit lointain. Ça veut dire aussi aller en contact avec la nature, aller dans un endroit lointain, se retrouver dans la forêt. Et ça questionne l'environnement dans lequel on vit et la nécessité de trouver un environnement qui soit propice au développement de nos qualités. Donc, au-delà de la forêt, c'est vraiment cette mission qu'on doit avoir de pas seulement travailler sur notre esprit, mais comprendre que notre esprit se développe en lien également avec un environnement. Donc, dans le film Into the Wild, on ne sait pas vraiment s'il fuit les problèmes ou s'il veut juste trouver un peu un sens à sa vie. Et c'est un petit peu entre... le film ne répond pas trop à cette question. D'ailleurs, à la fin, on voit qu'il mange des plantes vénéneuses, il se trompe dans la... il consulte un livre de botanique et il se trompe dans une des plantes qu'il veut manger, il en meurt. Donc, la fin n'est pas très joyeuse, hein. Mais il se rend compte dans les derniers moments que ce qui compte vraiment, et il l'écrit dans son livre, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et cette question peut se demander ce qu'il aurait eu tout de suite en partant de chez lui, ou ce que toutes ces expériences qu'il a vécues dans les étendues sauvages, ce n'est pas ce qui lui a permis de comprendre ça. Donc, comment on va méditer là-dessus, hein? Vous allez me dire, oula, qu'est-ce qu'on va faire là? Déjà, on va respirer un peu parce que certains d'entre vous êtes confinés, donc essayez de penser un peu à rêver à l'environnement idéal. Ce n'est pas simplement
une méditation hédoniste dans laquelle on veut simplement exciter nos sens avec le soleil, des belles plages, tout ça. Non, c'est aussi questionner l'environnement dans lequel on vit et essayer de savoir si on peut l'améliorer, cet environnement. Quand on parle d'environnement, dans le bouddhisme, on parle du lieu, on parle du mode de vie, on parle de notre travail, des actions quotidiennes, de notre hygiène de vie, on parle de nos relations. Tout ça, c'est ce qu'on peut comprendre par l'environnement dans lequel on vit. Il ne s'agit pas simplement de penser qu'on puisse tout faire en s'asseyant sur un coussin. L'environnement dans lequel on vit, et en tout cas le bouddhisme le présente comme ça, est fondamental. C'est pour ça qu'il y a ce chapitre « Aller vers la vie sauvage ». Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment, quel est le sens de ça. Alors, le but de cette méditation ne va pas être de nous faire tous quitter Paris ou d'aller élever des chèvres dans les Pyrénées, ce n'est pas le but de la méditation. Hein. Mais en tout cas, de questionner un petit peu cet environnement dans lequel on vit et de savoir est-ce qu'il est propice, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour l'améliorer. Et puis, se laisser inspirer aussi par une vie simple et une vie proche de la nature qui a toujours été plébiscitée dans le bouddhisme. Se mettre en contact avec les montagnes, les forêts, parce que je pense qu'en contact avec la vie sauvage, on est beaucoup plus à même de comprendre certains des enseignements importants du bouddhisme, comme l'impermanence. C'est plus difficile de comprendre l'impermanence dans une ville où les bâtiments bougent beaucoup moins que des rivières, que des arbres, que des saisons. Donc ça a aussi une fonction spirituelle d'être en contact avec cette nature. Donc, je vais vous inviter à prendre une position à nouveau de méditation. Et voilà comment on va se faire cette méditation. On va faire 2 sessions de méditation d'une quinzaine de minutes à peu près. La première, on va questionner un peu l'environnement dans lequel on vit, savoir si on peut trouver des choses à améliorer. Et puis, c'est toujours bon aussi d'imaginer une vie simple. Et la deuxième partie de la méditation, on va tourner un peu l'esprit vers l'intérieur. OK? Donc, je vous invite à prendre une position méditation confortable. Un petit rappel de ce qu'on entend par environnement. L'environnement, encore une fois, c'est le lieu, le mode de vie, le travail, nos actions, l'hygiène de vie, nos relations. Ce qui correspond à un des 8 points de l'octuple sentier, pour ceux qui le connaissent, un mode de vie juste. Un mode de vie juste. On ne joue pas simplement sur les leviers intérieurs dans la voie spirituelle, pouvoir organiser des relations qui sont inspirantes autour de nous, en tout cas qui ne sont pas toxiques, qui servent au développement de nos qualités, dans une volonté altruiste, c'est quelque chose d'important. On peut juste poser la question, en toute curiosité, est-ce que l'environnement dans lequel je vis est propice ? Et il y a plusieurs indicateurs pour le déterminer. Est-ce que je consacre beaucoup de temps aux personnes ou est-ce que je passe beaucoup plus de temps aux choses? Est-ce que je consacre plus de temps aux objets ou aux personnes?
Essayez pas de tirer de conclusion, essayez simplement d'être curieux et tenter de répondre, si vous le souhaitez, à cette première question. Quel est le ratio du temps que je consacre aux personnes par rapport au temps que je consacre aux choses? L'environnement dans lequel je vis est-il propice au développement de mes qualités personnelles? Alors cette question ne demande pas de réponse franche, oui, 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 ou non, non, non. Ça peut être un gradient d'éléments. Cet environnement est-il propice au développement de mes qualités? Il peut s'agir du lieu, du travail, de nos relations, de notre mode de vie.
cet environnement est-il propice à ce que je peux apporter également aux autres? Est-ce que mon environnement est inspirant? Est-ce qu'il m'élève? Est-ce qu'il me tire vers le haut? Et ça peut toujours être bon de s'imaginer vivre une autre vie. Alors, ça dépend comment on le fait, hein. On ne fait pas cette, méditation pour, penser, exciter simplement nos sens. C'est plutôt pour trouver un environnement qui est propice au développement de certaines de nos valeurs aussi, certaines de nos émotions et le raffinement de nos actions, de nos conduites. Donc s'imaginer vivre ailleurs, dans un autre environnement, c'est apprendre sous l'angle du développement de nos qualités, pas seulement pour nous, mais pour ce que ça permet envers les autres. Donc essayer
vous souvenir des bienfaits de vivre dans un environnement naturel, dans un environnement simple. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Comment l'imagineriez-vous, cet environnement propice? Et pendant quelques instants, imaginez-vous avoir peu de possessions, peu d'objets autour de vous, peu de choses qui tombent en panne, peu de choses qui faillent assurer, réparer, entretenir, protéger. Remplacer.
Et enfin, essayez de percevoir qu'est-ce que ce serait une vie de contentement. Un environnement propice au contentement, satisfait de ce qu'on a. Et vous allez pouvoir conduire cette méditation à son terme, calmement, réouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et dans ce texte donc de Shantideva, il pose la question, je crois dans un sutra, oui, mais aller dans la nature, aller dans les environnements naturels, ça ne fait pas tout, parce qu'il y a plein d'animaux qui le font, et ça ne se passe pas nécessairement bien pour eux. Et il y a plein de personnes aussi qui vont dans des environnements naturels et que ça aide pas. Et dans ce film, Into the Wild, lui, ça se termine pas bien du tout. Son rapport avec la vie sauvage, avec les grands espaces, ça se termine pas bien. Donc il y a deux types de aller into the wild, d'aller vers la vie sauvage, d'aller vers un environnement propice. Il y a cette action d'aller qui est extérieure, c'est-à-dire l'action du corps, l'action de s'installer, mais dans ce texte, il fait référence à la motivation intérieure, qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante, qui peut faire même qu'on demeure dans un environnement peut-être pas optimal, mais dans lequel, à travers notre état d'esprit, on arrive à faire comme si on vivait une vie sauvage, une vie dans les grands espaces. Et il pose la question, pourquoi est-ce que je suis venu dans la nature? Parce que parfois, les motivations qu'on peut avoir dans les mois qui précèdent un grand voyage sont parfois plus positives qu'au moment où on arrive sur le lieu lui-même. Parce qu'on oublie un peu pourquoi on a tant voulu partir pour la vie sauvage et on finit par complètement l'oublier. Donc se souvenir de notre motivation, pourquoi on est venu dans cette vie naturelle, dans une vie simple. Et c'est vraiment le cœur de cette méditation, c'est parce qu'on a identifié certains dangers, finalement, dans une vie trop trépidante, excitée, fragmentée, complètement saturée d'informations,
toujours actif, identifier le danger, cet esprit qui identifie le danger de cet environnement-là, c'est ce qu'on appelle aller dans la vie sauvage, mais de manière intérieure. C'est de se souvenir des dangers, du danger de ces choses-là, du danger des préoccupations vaines, de perdre du temps dans des relations qui ne nous apportent pas grand-chose, d'être dans cet environnement propice à nos perturbations mentales. Donc c'est vraiment ce qui, dans ce texte, est présenté comme aller dans la vie sauvage, de voir le danger des choses qui sont vecteurs en nous de souffrance. Pourquoi est-ce qu'on est venu dans la nature? Parfois, on prend des décisions et dans les mois qui suivent la prise de décision, on oublie la motivation. Pourquoi, au départ, on a décidé de faire ça? Et conserver cette motivation de pourquoi on veut se libérer de ces choses-là, c'est vraiment une forme de conscience constructive qu'on doit conserver à l'esprit. Donc, on va continuer cette méditation avec l'observation des divers dangers aussi d'un environnement qui n'est pas propice. Tout d'abord, tout le temps qu'on perd en activité vaine, ça peut être des problèmes de notre environnement aussi. On passe du temps à des choses qui sont peu importantes et les choses importantes, on n'a pas le temps de les faire. Et ça, c'est un danger. Et garder ce danger à l'esprit, c'est revivre le film Into the Wild, mais à l'intérieur. C'est aller dans la vie sauvage, mais simplement par notre motivation. C'est ce qui est arrivé à cet étudiant. Lui, il voyait le danger de se lancer tout de suite dans ses études, d'avoir une vie, d'avoir une voiture, d'avoir... Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est ce que lui a vécu à ce moment-là, mais il a eu cette motivation forte de voir le danger. Et nous, si on pouvait voir le danger parfois de notre environnement, ça nous conduirait à nous diriger vers un environnement plus propice. Donc le temps passé aux préoccupations vaines ou inutiles, est-ce qu'on identifie le danger de ces choses-là ou bien est-ce que pris dans le flot de nos activités, on n'a pas le temps même de penser au danger de cet environnement? Est-ce que mon environnement est propice à l'insatiabilité, à l'hostilité, à l'avidité excessive? Et on ne prend pas ça comme des notions morales, on parle simplement de ça comme des émotions, des facteurs mentaux qui
conduisent l'esprit à faire une expérience insatisfaisante. Ça n'a rien de moral dans cette question, hein. C'est simplement la fonction de ces choses-là, l'hostilité, on est moins heureux quand on est dans un environnement hostile. Quand on est sans arrêt porté à vouloir plus, on fait l'expérience d'un manque perpétuel. Ce n'est pas satisfaisant. Donc, interrogeons notre environnement. Est-ce qu'il porte ce danger-là? Est-ce que notre environnement porte le danger de porter une importance exagérée à ce que les autres pensent de nous aussi? Est-ce que notre environnement porte le danger d'une préoccupation exagérée aux objets, au matériel?
Est-ce que l'environnement porte le danger de la fragmentation mentale, la distraction, être saturé d'informations, passer sans arrêt d'une action à une autre, d'une activité à une autre? Et je rappelle, environnement, on entend le lieu dans lequel on vit, le mode de vie, notre travail, nos actions, nos relations. Est-ce que notre environnement porte le danger d'une surexcitation sensorielle? Parce que quand on parle de l'éloge aux grands espaces, de l'éloge à la forêt, de l'éloge aux contrées lointaines dans le bouddhisme, bien plus que le voyage physique, on entend le détachement de ces choses parasites et toxiques qui peuvent être dans notre environnement. C'est ça vraiment, aller vers la vie sauvage, aller vers les grands espaces, c'est se détacher de cet environnement incomplet, problématique. D'avoir cette aspiration, puissais-je être libre de, des éléments de cet environnement que j'ai identifiés comme étant susceptibles de développer en moi plus de souffrance finalement. Puissais-je quitter cet environnement-là? C'est ça, aller dans les grands espaces, aller into the wild. Vous allez pouvoir terminer cette méditation, reprendre conscience des objets autour de vous, de la pièce dans laquelle vous êtes. Et dans ce film, une des questions importantes qu'on se pose, c'est
est-ce que cet étudiant, il fuit la réalité ou est-ce qu'il essaye de trouver un environnement propice au questionnement qu'il a? Et je pense que le film n'y répond pas vraiment. Et peut-être qu'il y a un composite des deux. Peut-être qu'il essaie de fuir des problèmes et peut-être aussi qu'il essaie de collecter pour lui un environnement capable de répondre aux questions qu'il a. Et quelle est la différence entre fuir les problèmes, parce que cette méditation, elle n'est absolument pas proposée pour fuir les problèmes, et les gens qui partent à l'étranger, quelle est la différence entre fuir les problèmes et avoir cette volonté saine de vivre dans un environnement propice? Parce qu'on peut se dire, oui, mais on peut méditer partout, par exemple. On peut méditer dans le métro. Mais quand on commence la méditation, on ne va pas commencer à méditer dans le métro. Si on a du mal à méditer sur un coussin, on ne va pas méditer dans le métro. Donc, avoir un environnement ou une pièce silencieuse, ça peut être le point de départ pour commencer à méditer. Une fois qu'on est accoutumé au silence et à la méditation, on peut commencer à méditer dans le métro, par exemple. Et de la même manière, le but, ce n'est pas de s'enfermer dans une vie d'ascète sans voir personne, mais c'est quand même de questionner l'environnement dans lequel on est, et de la même manière qu'on commence la méditation dans un environnement propice, savoir trouver pour nous un environnement propice, c'est une question importante, même dans la voie spirituelle. Fuir les problèmes, la marque de la fuite des problèmes, c'est une forme d'aversion pour la chose qu'on fuit, c'est-à-dire une exagération des défauts de la chose qu'on fuit, et une forme d'idéalisation de l'ailleurs. C'est une phrase très belle de Baudelaire qui dit « Voyageur qui trouve beau tout ce qui vient de loin ». Et c'est ça, c'est souvent, on rencontre des voyageurs comme ça, qui trouvent beau tout ce qui vient de loin. Cette volonté de trouver quelque chose de plaisant. Simplement de trouver quelque chose de plaisant, c'est une forme d'avidité, ça. D'hédonisme poussé à l'extrême. Donc la différence entre fuir les problèmes et vouloir pour soi un environnement positif, c'est quoi? Parce que vouloir pour soi un environnement positif, c'est on a identifié que cet environnement dans lequel on vit n'est pas susceptible d'être propice au développement de mes qualités, c'est trop dur, le coût est trop fort, ça me coûte plus que ça ne me rapporte, hein, il faut faire cette équation aussi, hein, ça coûte plus que ça me rapporte, je n'exagère pas, je n'ai pas d'aversion pour cet environnement, mais factuellement, objectivement, je reconnais que cet environnement est toxique. Et ça, ce n'est pas fuir les problèmes que de vouloir pour soi un environnement qui soit positif. Et à l'inverse, ou en plus de ça, c'est d'avoir une vision réaliste de l'environnement vers lequel on se dirige aussi. Pas l'idéaliser, et de savoir qu'au final, on ne le fait pas pour notre propre hédonisme, on le fait pour le développement de nos qualités. Et spirituellement, c'est beaucoup plus fort de changer de mode de vie ou d'orienter notre mode de vie vers quelque chose qui est propice au développement de nos qualités, plutôt que d'aller simplement pour être sur une plage, avoir un peu de soleil. Ça, c'est plus passager, c'est moins valorisant pour l'esprit, ça a moins de sens. Donc ça, c'est vraiment la différence entre fuir les problèmes et vouloir pour soi un environnement constructif. Et je l'entends souvent de cette question de « mais toi qui vis, ou vous qui vivez dans des centres bouddhistes à l'écart du monde », mais on ne peut pas être à l'écart du monde. On ne peut pas être à l'écart du monde. Dans les centres bouddhistes, les gens souffrent, les gens meurent, les gens ont des maladies, les gens ont des afflictions, des perturbations mentales. Et
on sent parfois dans les discussions qu'on serait de ceux qui ont quitté le monde. Mais non, on a voulu pour, nous, des environnements propices. Et je pense que c'est vraiment une réflexion importante, peut-être trop, laissée de côté dans les enseignements parfois parce que c'est physique. C'est pas, je travaille sur mon esprit, c'est pas la vision de la vacuité, c'est pas le calme mental, c'est simplement l'environnement dans lequel je vis. Voilà, il est 20h43. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Bah, que dire? Il y a des questions essentielles qui ont été posées, donc que dire de plus? En plus, bon, c'est clair que si en plus on a vu le film, moi j'ai eu du mal à méditer au départ parce qu'en ayant vu le film, justement, ça m'a reprojeté avec cet acteur en plus fantastique et Ouais. surtout cette fin de l'histoire parce qu'il est conscient qu'il va mourir. À un moment donné, il sait qu'il a pris une plante et il sait combien de temps ça va, quel effet il va avoir, dans combien de temps et tout. Donc c'est vrai que c'est particulier, mais c'est un film magnifique en effet, qui pose des belles questions. Ouais. On doit tous se poser. Sinon, Ouais, bah, c'est une quête, je pense, qui est essentielle pour notre bien-être, tout simplement. ouais. Donc, Et une façon de lire le film, c'est de voir à la fin tout ça pour à la fin se dire finalement j'ai besoin des autres. Quel gâchis! Mais ça, c'est une lecture parce qu'on se dit mais tout ce qu'il a vécu pendant ce film, toute ce road trip, toute cette aventure, c'est ce qui lui a permis de se poser la question fondamentale aussi. Donc c'est pas perdu peut-être. mm, Peut-être une façon plus positive de voir cette fin aussi. mm. C'est qu'il ne se serait jamais posé la question des autres s'il n'avait pas fait toutes ces rencontres pendant son voyage. Donc c'est pas perdu, même si la fin est tragique. L'important, c'est de s'être posé des questions fondamentales et de s'être rapproché des autres par l'esprit. Et d'ailleurs, on va terminer cette méditation par une motivation altruiste. Voilà, et puis souhaiter que tous les êtres jouissent d'un environnement propice, quoi que ça puisse vouloir dire pour eux. Terminer par cette pensée. Puissais-je jouir d'un environnement propice au développement de mes qualités, pas simplement parce que ça me sert à moi, mais quand je développe ces qualités, alors je suis plus à l'écoute, plus proche des autres, je leur accorde plus de temps. Puissais-je développer ces qualités dans un environnement calme, serein, et ainsi avoir plus de compassion, de bienveillance, de pouvoir aider les autres. Merci à toutes, merci à tous. Passez une très belle soirée.